Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté le rapport du groupe des sages de l'Union africaine. Que peut-on tirer de ce document? Pour un décryptage de ce document, nous recevons comme invité Maître Kossi Kotnadji, docteur d'État en droit, avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris. Bonjour. Bonjour. Et le second invité, nous avons docteur Mohamed Moussine Adam, docteur en droit international. Bonjour. Bonjour. Oui, pour nous permettre de planter le décor, alors dites-nous quelle est la principale mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Docteur Kossi. Alors, merci de m'avoir invité. Je vais être succinct. La principale mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est effectivement d'essayer de maintenir la paix lorsque des problèmes surgissent au niveau continental. Et donc, dans ce contexte-là, la mission elle est bien précise par le protocole qu'il a créé, qui consiste effectivement à intervenir, et ceci dans le cadre des résolutions qui ont été adoptées, et notamment de la charte qui régit la démocratie, de manière à avoir un continent effectivement, non pas en guerre, mais apaisé, et que la démocratie fonctionne normalement, très succinctement. Voilà ce que je peux dire. Docteur Moussine Adam, est-ce que vous pouvez nous concrètement dire, de manière succincte aussi, les interventions de l'Union africaine, du Conseil de paix de l'Union africaine, comme il a indiqué dans la résolution des conflits en Afrique? Effectivement, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été créé par le protocole de 2002. Elle est entrée en vigueur en 2003. Et au regard de ce protocole, le Conseil de paix et de sécurité a des ambitions sur le continent. Ces ambitions, c'est de pouvoir assurer la paix et la sécurité entre les États membres, mais à l'intérieur aussi des États membres. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une mission décisionnelle qui permet à ce que les États membres de l'Union africaine puissent évoluer dans la culture, dans la paix et dans la sécurité. Donc c'est un organe décisionnel de l'Union africaine qui a pour objectif premièrement de prévenir le conflit, de gérer le conflit, mais aussi de proposer des règlements, des solutions à un conflit. Donc voilà les trois missions assignées au Conseil de paix et de sécurité. Naturellement, le Conseil de paix et de sécurité est un organe de l'architecture africaine de paix et de la sécurité. Parce qu'il y a une architecture de paix et de la sécurité, c'est un organe de l'Union africaine. Le Conseil de paix n'est qu'un démembrement. Le Conseil de paix a intervenu dans plusieurs pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe aussi. Prenons le cas du Darfour. Il y a de cela quelques temps, au niveau du Soudan, lorsque le conflit du Darfour a commencé, eh bien, le Conseil de paix et de sécurité a intervenu à travers la force d'intervention africaine. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres de l'activité du Conseil de paix et de sécurité en Afrique. Oui, docteur Kossi, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du mécanisme d'intervention de ce Conseil de paix et de sécurité? Alors, le mécanisme d'intervention de ce Conseil de paix et de sécurité, il y a plusieurs phases. Vous avez effectivement la mise à disposition, d'abord, dans un premier temps, si ça se complique, une force d'intervention qui peut être constituée et intervenir. Il y a l'aspect diplomatique qui consiste d'abord à prendre contact avec les différents parties pour essayer effectivement de solutionner diplomatiquement le problème. Et ensuite, il y a le volet sanctions lorsque effectivement il n'y a pas une solution qui puisse se dégager de manière à contraindre les acteurs à pouvoir effectivement aller vers la recherche de la paix et notamment la résolution pacifique du conflit. Docteur Adam, en sa 1152e réunion du 11 mai 2023 à Addis Abeba en Éthiopie, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté le rapport du groupe des sages sur la mission en République du Tchad. Alors concrètement, que peut-on retenir globalement de ce document produit ici par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine suite à sa mission ici au Tchad? Effectivement, lors de la réunion tenue au mois de mai dernièrement, il y avait
un communiqué qui a été publié validant le rapport du groupe des sages sur la situation politique au Tchad, la transition au Tchad. Et quand on lit le communiqué du Conseil de paix et de sécurité, eh bien, l'on décèle à un certain moment un certain nombre de contradictions même. Quand vous prenez le point 3 du communiqué et le point 6, eh bien, ces deux points se contredisent. Je vais citer. Le point 3, qu'est-ce qu'il dit? Le Conseil de paix réitère sa position en demandant aux autorités de transition du Tchad de ne pas se présenter aux élections. C'est ce qui a été dit. Et par contre, dans le point 6, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils demandent aux autorités de transition d'appliquer toutes les résolutions prises au cours du dialogue national inclusif et souverain. Mais quand on applique toutes les décisions, les résolutions plutôt, du DENIS, eh bien, il est dit dans des recommandations que chaque Tchadien est libre de se présenter aux élections. N'est-ce pas? Chaque Tchadien est libre de se présenter aux élections. Mais quand on applique cela, eh bien, cela veut dire que le point 3 et le point 6 du communiqué, eh bien, se contredisent. Tantôt, on dit que les dirigeants de transition ne doivent pas se présenter, et tantôt, on dit qu'il faudrait appliquer à la lettre toutes les décisions du DENIS. Eh bien, j'ai l'impression qu'à ce niveau, il y a quelques contradictions au niveau du communiqué du Conseil de paix et de sécurité. Docteur Kossi, vous avez aussi la même lecture Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a certes une contradiction, mais il faut nuancer dans la mesure où le Conseil de paix réitère sa position habituelle lorsqu'il y a effectivement des changements anticonstitutionnels ou des changements qui interviennent qui ne sont pas dans un cadre effectivement d'un ordre constitutionnel normal. Et ensuite, il y a effectivement la reprise d'un certain nombre de dispositions, puisqu'ils sont venus, le Conseil de sages est venu. D'ailleurs, l'Union africaine elle-même a considéré que la situation du Tchad était particulière, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sanctions. Et donc, la suite logique, effectivement, c'est un principe qu'on rappelle. Et ensuite, on demande effectivement l'application des résolutions du DENIS. Donc, moi, personnellement, ma lecture, c'est que, en tant que juriste, c'est qu'il y a une position de principe qu'on réaffirme. Mais ça ne nuit pas, effectivement, à l'application des résolutions. Il ne faut pas oublier que l'Union africaine a quand même participé à l'ouverture de ce dialogue national inclusif. Et qu'il y a eu des résolutions qui ont été adoptées, qui doivent s'appliquer. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, il y a une petite contradiction, mais je considère que ça ne nuit pas à l'application intégrale des dispositions qui ont été prises par le dialogue national souverain. Donc, voilà un peu ma lecture de la situation, et que je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur ce paragraphe qui concerne effectivement l'inéligibilité des membres de la transition, ce qui est assez énorme parce qu'il ne le limite même pas. Donc ça veut dire que ça concerne tous ceux qui participent effectivement à la transition. Et donc dans ce contexte-là, est-ce qu'il appartient à l'Union africaine de demander aux Tchadiens de renouveler toute la classe politique? Est-ce que c'est ça sa mission? Puisque d'autres acteurs peuvent également participer à ces élections et que je rappelle que les dispositions du dialogue national inclusif permettent à tout le monde de participer. Donc je ne vois pas comment l'Union africaine peut empêcher effectivement cela, dans la mesure où ils le soutiennent et ils demandent effectivement qu'on le mette en application. D'accord. Oui, parlons donc de la valeur juridique de ce document. Alors, cher invité, quelle est donc la valeur juridique d'un communiqué produit par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine? En d'autres termes, ce document peut être perçu comme une décision ou une résolution ayant une valeur contraignante ou une force obligatoire opposable au gouvernement de transition. Au sortir de ce dialogue, ces résolutions et recommandations sont automatiquement exécutoires. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau? À ce niveau, parlant de valeur juridique d'un communiqué, un communiqué n'a pas une valeur juridique contraignante. N'a pas une valeur juridique contraignante, la jurisprudence internationale est là. Parce que quand on prend la valeur juridique d'un communiqué, ça relève de ce qu'on appelle du droit mou.
Du droit souple. C'est-à-dire ? Du droit souple, c'est ce qu'on appelle dans les termes anglo-saxons, le terme soft law, le droit mou. C'est-à-dire c'est des droits qui appellent juste à des principes qui ne sont pas contraignants. N'est-ce pas? À des principes qui ne sont pas contraignants. Par conséquent, un communiqué ne peut jamais aller jusqu'à contraindre l'intéressé à pouvoir appliquer ou bien à une personne de pouvoir attaquer ces communiqués devant la juridiction donnée. Pas du tout. C'est un droit mou, c'est un soft law. Par conséquent, ça s'arrête là, c'est juste des annonces comment on appelle ça? Des annonces ou bien des invitations à ce que les autorités puissent se conformer. Mais ça ne peut pas lier l'État tchadien par rapport à ces communiqués-là. Donc, en résumé, un communiqué, si on le prend sur le plan purement juridique, c'est un droit mou. Par conséquent, ça n'a aucune valeur contraignante à l'égard de l'intéressé. Alors, moi, je compléterais qu'un communiqué, c'est beaucoup plus une prise de position politique. Et que ça ne peut pas engager effectivement un État ou le contraindre à ne pas appliquer un certain nombre de choses qui ont été décidées dans un communiqué. À partir de ce moment-là, comme le rappelle effectivement mon collègue, on se retrouverait dans des situations inextricables. Il suffit qu'un communiqué soit publié et puis à partir de ce moment-là, quelle est la conséquence? Donc je pense que ce communiqué est une intention, une réaffirmation politique qui ne va pas avoir des incidences sur effectivement la conduite du gouvernement de transition et l'application par le gouvernement de transition de ce que nous avons décidé au dialogue national inclusif. On ne peut pas être sélectif. On ne peut pas sélectionner une partie des résolutions et laisser l'autre de côté. Parce que si on sélectionne, ça veut dire quoi? Revenons sur l'exemple de l'inéligibilité, ça veut dire sélectionner. Donc en un mot, c'est dire... voilà, on sélectionne ce qui ne va pas et puis on applique... Non, on applique le tout. Donc voilà, et moi je pense que ça ne peut pas nuire à l'action effective du gouvernement de transition. Et puis en même temps, je ne pense pas qu'au-delà de cela, sur la base de ce communiqué, on peut sanctionner l'État tchadien parce qu'effectivement... les autorités de transition se sont présentées aux élections. Vous se présenterez aux élections. D'accord. Oui, poursuivons, continuons toujours à lire ces communiqués, à faire toujours un décryptage par rapport à ces communiqués du Conseil de paix de l'Union africaine. Ces communiqués qui invitent les autorités de transition à mettre en œuvre les résolutions, les conclusions et recommandations du DENIS et interdit en même temps les autorités à se porter candidats aux prochaines consultations électorales. Est-ce que l'Union africaine, le Conseil de paix et de l'Union africaine, n'est-il pas en contradiction avec lui-même d'après ce communiqué? Bien sûr, quand vous prenez le communiqué en tant que tel et quand vous cherchez à le décortiquer, point par point, comme je le disais tantôt, le point 3 et le point 6 se contredisent. Le point 3 et le point 6. D'abord sur le point 3 même, quand on appelle aux autorités qui gèrent la tradition de ne pas se présenter. Et il se réfère à la charte africaine de la démocratie. Parce que dans le communiqué, il se réfère à la charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais est-ce que la situation du Tchad, peut-on le qualifier à un changement anticonstitutionnel? Tout partira de là. Tout partira de là. Du moment où, quand le maréchal du Tchad est décédé, l'Union africaine elle-même elle avait reconnu que la situation du Tchad ne constitue pas un coup d'État. Ils l'ont affirmé. Et du moment où ça ne constitue pas un changement anticonstitutionnel, est-ce que la charte va s'appliquer dans notre cas d'espèce ici? Pas du tout. Et donc, si la charte ne va pas s'appliquer dans notre cas d'espèce, pourquoi l'invoquer et en demandant aux autorités qui gèrent la transition actuelle de ne pas se représenter aux futures échéances? Qui, d'abord, pour demander aux autorités de se présenter ou pas, eh bien ça relève purement de la souveraineté des Tchadiens, du peuple tchadien. C'est le peuple tchadien qui est souverain. Ce n'est pas qu'il y ait une organisation internationale qui va dicter au peuple de demander qui doit se présenter, qui ne le doit pas. Cela veut dire qu'on est en train d'aliéner notre souveraineté. Et est-ce que les Tchadiens sont prêts à aliéner leur souveraineté? Je ne le crois pas. Nous sommes jaloux de notre souveraineté.
Donc, une organisation internationale, c'est une organisation internationale. C'est l'État tchadien qui a participé à la création de cette organisation, mais ce n'est pas l'organisation qui a créé le Tchad. Du moment où ce n'est pas l'organisation qui a créé le Tchad, c'est le Tchad qui a créé, et donc nous avons décidé de lui céder une partie de notre souveraineté, d'agir en notre nom. Par conséquent, cette organisation ne peut pas dicter des règles de conduite au peuple tchadien. Oui. Docteur Kossi, que dit le code électoral en vigueur en République du Tchad si aujourd'hui l'Union africaine, à travers le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, interdit aux autorités de transition de se présenter aux futures consultations électorales? Que dit la loi tchadienne, que dit le code électoral tchadien en vigueur? Le code électoral tchadien actuellement permet à tout, sous réserve de certaines incompatibilités qui sont édictées d'ailleurs par le code ou la loi elle-même. Donc aujourd'hui, il est permis à tous les Tchadiens d'être électeurs et d'être éligibles. Donc à partir de ce moment-là, les choses sont claires. Mais il ne faut pas oublier une chose importante. On ne peut pas faire comme si le dialogue national inclusif et souverain n'a pas eu lieu. Il y a eu un dialogue inclusif et souverain qui a eu lieu. Il y a des résolutions dont le Conseil de paix et de sécurité demande l'application. Or, c'est prévu que tout le monde se présente. À partir de ce moment-là, moi je pense que les choses sont claires. Hein. Et deuxièmement, il faut aussi se référer aux principes qui fondent le fait que l'Union africaine s'appuie également sur les organisations régionales. Or, ces organisations régionales, ici, on a la CEMAC et la CEAC. Est-ce que la CEMAC et la CEAC ont accepté les conclusions du dialogue national inclusif ou pas? Oui, ils l'ont accepté. Donc, à partir de ce moment-là, en vertu du principe de subsidiarité, cette affaire a été traitée au niveau régional. Sous-régional. On est d'accord? Oui, oui. Donc, l'Union africaine et le Conseil de paix doivent valider ce qui a été décidé au niveau régional, puisque c'est ça le principe de subsidiarité et de complémentarité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, le communiqué même salue effectivement les décisions prises par le chef d'État au niveau de la CEAC ainsi que de la CEMAC. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense qu'objectivement les choses sont claires. Il appartient... Concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ce communiqué? Qu'est-ce qui se cache? À mon avis, moi je pense que c'est une posture politique, comme je l'ai déjà indiqué. C'est une posture politique, à minima, par rapport à d'autres transitions. Je pense que c'est ça, mon analyse est là. Je suis d'avis que ce communiqué ne peut pas lier les autorités de transition et les Tchadiens, dans la mesure où, effectivement, on a convenu de quelque chose et qu'on ne peut pas appliquer une partie et laisser une partie. Donc moi, je pense vous, le Conseil de paix de l'Union africaine est en train de dire une chose et son contraire? Ben exactement, c'est ce que tous les analystes, si vous prenez le texte et que vous l'analysez, il y a plein de contradictions. Donc on affirme un certain nombre de choses, on demande un certain nombre de choses et en même temps on dit oui, il faut qu'on laisse de côté une partie, donc on ne peut pas laisser de côté une partie. Même pour la prorogation de la transition, le dialogue a été clair, la charte de transition révisée est claire. Pourquoi revenir dire bah oui, bah, il ne faut pas proroger dans la mesure où la charte de transition dit qu'elle est prorogée pour 24 mois et point final. Il n'y aura pas d'autres prorogations. Donc c'est clair. Donc pourquoi le reprendre dans un communiqué pour faire semblant comme si effectivement les autorités de transition ont affirmé quelque chose légèrement et que demain ils vont peut-être aller à l'encontre, etc. Moi je ne pense pas que... Et pour vous compléter, il y a une chose là, c'est l'Union africaine elle-même, elle avait parrainé même le dialogue. Elle avait parrainé le dialogue. Lors de l'ouverture, le président de la commission était là. Le président de la commission était là. Et aussi l'ambassadeur, le représentant de l'Union africaine était là. Ils ont suivi de bout en bout les débats au cours du dialogue. Et donc les résolutions sont claires là-dessus. Le Tchad a mis sur place un comité de suivi
de l'exécution de toutes ces résolutions, mais nous sommes en train d'implémenter tout simplement les résolutions de ce dialogue. Donc il ne faut pas qu'il nous demande à ce qu'on doit être sélectif par rapport à l'exécution de ces recommandations-là. Si on l'applique, on applique l'intégralité. Si on ne l'applique pas, eh bien, il ne faut pas qu'on nous demande de faire une chose et laisser l'autre. D'accord. Dans son communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine prend acte de la prorogation de la période de transition de 24 mois et par contre rejette toute éventuelle prorogation de transition. Nous sommes déjà à 8 mois. 8 moins 24, il ne nous reste que 16 en cas de glissement. Quel commentaire faites-vous? Moi, je pense que... est-ce qu'il y aura glissement? Je ne le pense pas, puisque la charte de transition est claire. Il n'y aura pas de prorogation. Donc, dans ces conditions-là, il faut qu'on tienne les délais. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut tenir les délais. D'ailleurs, c'est en bonne voie, puisque la loi sur le référendum a été adoptée. Il est prévu, s'il n'y a pas de changement, l'organisation du référendum pour le 19 novembre, si je ne me trompe. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de transition est en train de mettre en place pour essayer de tenir le délai qui est prévu de 24 mois, de manière à ce qu'à la fin, on revienne à un ordre constitutionnel normal. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura une constitution et des élections qui seront organisées à la fin de la transition. Je pense que il peut y avoir des inquiétudes. Du fait qu'aujourd'hui, ça fait 8 mois, il nous reste 16 mois. Est-ce qu'en 16 mois, on peut arriver à revenir à un ordre constitutionnel normal? Je pense que c'est faisable. Selon vous, que vous partagez sur le même point? Oui, je partage le même point. C'est que il y a des contraintes financières qui sont là, pour pas qu'on oublie. Et il y a des contraintes aussi climatique, parce que d'ici peu, on va aller la saison de pluie va arriver, qui va arrêter certaines activités, etc. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que nous sommes en retard par rapport au calendrier de 24 mois? Point d'interrogation. Nous sommes sur une bonne lancée. Nous avons pu exécuter beaucoup de choses. Le référendum... Qu'est-ce que nous avons eu à exécuter? Par exemple, la loi sur le référendum, le CONOREC qui a été mis en place. On projette même à ce que le référendum ait lieu au mois de novembre, n'est-ce pas? Et dernièrement, nous avons adopté au niveau de l'Assemblée nationale la loi spéciale portant sur le référendum. Nous l'avons adoptée. Donc toutes les dispositions juridiques ont été prises pour que le référendum ait lieu. Et d'ailleurs, la première mouture du référendum était déjà adoptée. Si tout va bien, et je l'espère bien, eh bien d'ici novembre, le peuple tchadien sera consulté sur ce référendum, et bien ils vont l'approuver ou bien ils vont le rejeter. Tout dépendra de ce que le peuple tchadien va décider, et bien on saura. Donc on achemine inexorablement vers, après l'adoption du référendum, vers les élections présidentielles. Oui, vers les élections présidentielles, le référendum vers les élections présidentielles, mais l'on constate déjà qu'aujourd'hui, le gouvernement de transition est en train de gérer le cas des réfugiés centrafricains au Tchad, les Soudanais, les Camerounais et les déplacés internes. Et plus encore, ce processus de mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS. Est-ce qu'il n'y a pas, concrètement, est-ce qu'il n'y a pas inquiétude à ce niveau quant au respect de ces délais de transition? Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Un gouvernement est censé gérer tous les aspects d'un État. C'est-à-dire qu'on n'est pas exclusivement, le gouvernement n'est pas exclusivement cantonné à la gestion uniquement de la transition. Il faut gérer aussi les activités économiques, la sécurité, les frontières. Donc je pense que au-delà de cela, ce qui relève de la gestion normale d'un État, c'est normal, l'État y fait face avec les moyens qu'on a. Et en même temps, l'État se préoccupe, le gouvernement se préoccupe effectivement d'aller vers la mise en place ou le retour à un ordre constitutionnel normal. Donc ces activités sont menées de pair. C'est vrai qu'on a le conflit du Darfour avec les réfugiés, on a effectivement le problème de l'insécurité de gauche à droite,
Mais je pense que le gouvernement doit faire face à cela. Il n'y a pas d'autre solution pour qu'on puisse arriver effectivement à la fin de la transition à organiser des élections. Vous avez d'autres choses à compléter? Oui, c'est ce que je pourrais compléter. Eh bien, je dis, les autorités de transition n'ont pas l'intention, parce que je sache, d'éterniser ou bien de maintenir le pays dans une phase de transition. Le plus important, c'est revenir à l'ordre constitutionnel. Revenir à l'ordre constitutionnel. Et revenir à l'ordre constitutionnel nécessite un certain nombre de démarches, un certain nombre d'applications de résolution du dialogue. C'est tout simplement ça. Mais le souhait, non seulement des autorités, mais de tous les Tchadiens, eh bien, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et moi, là, je suis convaincu que durant le délai de 24 mois, eh bien, tout ce qui a été prévu, eh bien, on peut l'exécuter. Je suis persuadé. En général, les sanctions les plus frappantes dans ces genres de situations sont de type économique, à l'exemple de la CEDEAO sur le Mali. Quelle est donc la sanction concrète que l'Union africaine peut, par exemple, infliger au Tchad en cas de non-respect de ces communiqués? Non, c'est-à-dire qu'en cas de non-respect de ce communiqué, je ne pense pas que... Surtout les sanctions économiques. Oui, je ne pense pas. Même l'Union africaine est sous perfusion financière de certains partenaires, si c'est comme l'Union européenne. Pour revenir à ce communiqué, comme il l'a dit, comme moi je l'ai souligné, il n'y a pas un caractère contraignant. Donc je ne vois pas comment on peut sanctionner le Tchad sur la base d'un communiqué. C'est difficile, n'est-ce pas? Et c'est même pas envisageable, ne serait-ce que même au niveau de l'Union africaine. Maintenant, s'il y a un autre paramètre qui entre en ligne de compte et qui amène à un réexamen de la situation, qui nécessite effectivement ce que nous on appelle un fait nouveau entraînant, justifiant la prise des sanctions, oui, mais en l'état actuel, je ne pense pas qu'on puisse envisager des sanctions économiques pour le Tchad. Dans le pire, c'est quoi les sanctions? Peut-être c'est la suspension du Tchad. De sa participation aux activités de l'Union africaine. Mais est-ce que ça va aller au-delà de dire on va prendre des sanctions économiques, dans la mesure où il faut aussi ne pas oublier qu'il y a le principe de subsidiarité qui est là et qu'il faut aussi tenir compte de ce que les organisations régionales et la CAC et la CEMAC vont prendre comme position, puisqu'on est dans une zone économique. Est-ce que ces deux institutions sont prêtes effectivement à appliquer une sanction économique à un État comme le Tchad? C'est la question. Donc moi je vois deux types de sanctions si jamais il y a sanctions, mais encore une fois je le répète, ce n'est pas sur la base d'un communiqué. C'est la suspension de toute participation du Tchad aux activités de l'Union jusqu'à ce que effectivement la sanction soit levée ou les sanctions économiques. Mais en l'état, ça me semble difficile que l'Union africaine puisse les mettre en œuvre à l'heure actuelle. Donc, selon lui, l'Union africaine ne peut pas économiquement sanctionner le Tchad? Non, c'est pas ce qu'il a... Bon, je ne sais pas, mais c'est que sur cette base du communiqué, on ne peut pas sanctionner le Tchad. Parce que c'est un communiqué. Et un communiqué n'a pas un effet contraignant. Ce n'est pas obligatoire. À moins que peut-être après, l'Union africaine va prendre une résolution. Là, c'est autre chose. S'ils prennent une résolution et que ces résolutions indiquent que le Tchad est sanctionné, eh bien, la nature de la sanction, la plupart des cas, c'est l'exclusion du Tchad des instances de l'Union africaine. Mais il y a des exemples, des pays qui sont sanctionnés. Prenons, il y a des pays qui ont quitté même l'organisation à un certain moment de l'histoire. Quand vous prenez le Maroc, lorsque l'Union africaine avait reconnu le Sahara occidental comme un État, membre de l'OIA, eh bien, le Maroc avait décidé de quitter l'organisation. Et cela a fait plus d'une vingtaine ou bien trentaine d'années. Ce n'est qu'il y a cela 3 ans ou 4 ans que le Maroc a regagné l'organisation. Mais le ciel n'est pas tombé sur la tête des Marocains. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des Marocains. Ils ont continué à exister. Donc, dans la plupart des cas, moi, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, chaque État est souverain. Chaque État est souverain. Ça, c'est le droit international qui le dit. Les États sont souverains et en vertu de leur souveraineté, eh bien, ils peuvent prendre des décisions qui leur sied. N'est-ce pas? L'organisation ne peut pas
prendre des décisions à la place des Tchadiens eux-mêmes. Ça, c'est clair là-dessus. D'accord. Au-delà de cette idée de sanctions économiques, alors s'il y a lieu à s'interroger, quel est donc l'enjeu politique et diplomatique qu'engendrerait le refus, par exemple, des autorités de la transition de faire suite aux recommandations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine? Est-ce que c'est sur la base de ce communiqué? Ça me semble difficile. Donc pour vous, impossible? Non, mais pour l'instant, l'Union africaine n'a pas pris de résolution condamnant le Tchad. Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce que ça engendrerait, quoi? Sur le plan diplomatique, ça reste un communiqué. Chaque État membre de l'Union appréciera effectivement la valeur de ce communiqué. Il ne faut pas oublier aussi que lorsque, en novembre, il a été débattu, beaucoup d'États qui ne sont pas membres de la CEEAC, par exemple, n'étaient pas d'accord. Ils ont estimé qu'il n'y a pas à sanctionner le Tchad et qu'il faudrait plutôt accompagner le Tchad dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif. C'est ce qui a fait que le communiqué de novembre a été un peu, je dirais, pas dans le sens de ce qu'aurait souhaité effectivement un certain nombre d'États. Hein, et donc, c'était en deçà. Et ça correspondait d'ailleurs au premier communiqué qui a été pris par l'Union africaine considérant la situation particulière du Tchad. Donc, je pense que chaque État appréciera effectivement au niveau diplomatique la valeur de ce communiqué. Mais qu'est-ce que l'État tchadien devait en principe faire face à ces communiqués? Parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu la réaction des autorités de la transition face à ces communiqués qui a été produit par le Conseil de paix de l'Union africaine. Je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement pour agir. En principe... Bon, comme c'est un communiqué qui a une nature qui n'est pas contraignante, à quoi ça sert de réagir? À quoi ça sert C'est un droit mou, c'est un droit souple. Ça là n'a aucun effet. Est-ce que c'est parce que l'Union africaine, le Conseil, c'est pas l'Union africaine même, c'est un des démembrements de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité a fait un communiqué que l'État tchadien va réagir? Je crois qu'on attend. Si l'Union africaine en tant que telle, elle agit, elle prend une résolution sanctionnant le Tchad, et bien pendant ces temps, les autorités tchadiennes ou bien le gouvernement peuvent réagir en conséquence. Soit ils vont l'accepter ou bien soit ils peuvent le rejeter. Mais pour l'instant, un communiqué, comme je le disais tantôt, ça n'a aucun effet contraignant, ce n'est qu'un appel, ce n'est qu'une invitation. Eh bien, les autorités du pays peuvent continuer dans leur lancée à pouvoir appliquer les résolutions du DENIS. Mais d'ailleurs, pourquoi il anticipe? Qu'est-ce qui dit que les autorités de transition vont se présenter aux élections même? Rien ne le dit. Rien ne le dit. Et quand ils ont dit que même... Ils ont aussi le droit, ces autorités? Oui, les Tchadiens ont dit qu'ils ont le droit. C'est la résolution qui le dit, du DENIS qui le dit. Ils ont le droit. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce qu'ils ont accepté de se présenter? Que ce soit le chef du gouvernement ou bien le président... Quelle est la crainte à ce niveau? Mais même s'ils se présentent, qu'est-ce qui dit qu'ils seront réélus ou bien élus? Parce que tout dépendra, ou bien toute la décision finale revient au peuple tchadien. C'est le peuple qui est souverain de choisir ses dirigeants, n'est-ce pas? Donc je suis en train de constater que le comité des sages, en accord avec le Conseil de paix et de sécurité, mettent le charrue avant le bœuf. Mettre le charrue avant le bœuf. Ils devraient attendre lorsque ces dirigeants de transition se présentent avant d'agir. Mais ils ne sont pas encore prononcés, à ce que je sache. Personne ne s'est prononcé. Mais ils disent que d'avance, eh bien, ceux-là ne doivent pas se présenter. Donc, est-ce que ce n'est pas une manière de mettre le charrue avant le bœuf? Actualité oblige, nous venons de célébrer la journée de l'Union africaine. Alors, s'il y a lieu de tirer un bilan par rapport aux activités menées par l'Union africaine, qu'est-ce que vous retenez de cette organisation panafricaine? C'est-à-dire que le bilan est un peu mitigé, dans la mesure où, effectivement, la volonté première, c'était d'aller vers une union, effectivement, au niveau continental, à défendre mieux les intérêts donc, des États. Et en même temps aussi, on a vu qu'effectivement, il y a eu des tiraillements qui ont fait que l'Union, notamment, n'est pas allée au-delà.
notamment pour des raisons financières que vous connaissez, puisque vous l'avez souligné dans l'introduction, qu'aujourd'hui, pour le fonctionnement de l'Union, on dépend des financements de l'Union européenne également. Donc, la réalité, c'est que, effectivement, les crises qui se sont multipliées constituent visiblement un échec, dans la mesure où on n'a pas réussi à juguler toutes ces crises qui surgissent ça et là. À l'exemple aujourd'hui, effectivement, de ce qui se passe chez notre voisin, le Soudan. Parce qu'on aurait pu prévenir ça avant, on aurait pu essayer de résoudre ça autrement. Donc je pense que le bilan n'est pas très glorieux pour moi, de mon point de vue. Oui, le bilan n'est pas trop glorieux. Vous partagez aussi ce même bilan moi, avec je dirais tout simplement vis-à-vis de la table. Moi, je dirais tout simplement que le bilan est négatif même. Le bilan est négatif du moment où, lors de la création de l'Union africaine, les ambitions sont là. C'est de créer les États-Unis d'Afrique. Mais en 2023, l'on constate que l'Afrique est encore déchirée. L'Union africaine n'a pas pu mettre terme au conflit au continent. L'Union africaine n'a pas pu faciliter la libre circulation entre les citoyens, n'est-ce pas? L'Union africaine n'a pas pu créer ne serait-ce qu'un droit communautaire africain, n'est-ce pas, un droit matériel, ça n'existe pas. Donc, au regard de tous ces paramètres, eh bien, je dirais tout simplement que les ambitions fixées au départ, eh bien, ne sont pas atteintes. Et l'Union africaine constitue, à mon humble avis, c'est un forat de chefs d'État qui se rencontrent, qui décident et qui se séparent. Mais quand on dit intégration, eh bien, ça doit commencer par le bas, ce n'est pas par le sommet. Il faudrait que le peuple, entre eux-mêmes, s'intègre. Mais c'est ce qu'on ne constate pas sur le terrain. Aujourd'hui, moi, en tant qu'Africain, en tant que Tchadien, si je vais, je ne sais pas, dans un pays de la sous-région, ne serait-ce qu'au Soudan, ici, ou bien un pays limitrophe, en Égypte, je dis la Centrafrique, ou bien, il me faut un visa. Mais comment peut-on intégrer les pays africains si on n'a pas la libre circulation? Comment peut-on intégrer les pays africains si nos économies ne sont pas complémentaires? Donc, au regard de tous ces paramètres, eh bien, je considère que le bilan de l'Union africaine, depuis 1963 jusqu'à nos jours, sont négatifs. D'accord. Nous sommes en période de transition. Votre pays, le Tchad, est en période de transition. Vous avez un message particulier adressé à l'ensemble du peuple tchadien par rapport à cette phase de transition. Alors, moi, je pense qu'effectivement, à l'attention de mes compatriotes, je dirais qu'il faut soutenir effectivement le gouvernement de transition. On est en transition pour aller vers un ordre constitutionnel à rétablir. Il n'y a que de cette manière qu'on pourra effectivement, à l'issue de la transition, avoir une constitution si effectivement, puisque c'est un référendum couplé, la forme de l'État qui va être adoptée. Et en fonction de cela, ça permettra effectivement de repartir sur des bases nouvelles et les autorités légitimement élues à la fin de la transition pourront effectivement essayer, dans un cadre ou dans un autre, de solutionner les problèmes des Tchadiens qui sont assez simples. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a quand même un peuple qui est assez mûr et qui, malgré les difficultés, croit en un État, croit en un gouvernement qui peut surgir effectivement des élections pour remédier à quelques problèmes simples. Quels sont les problèmes simples? C'est celui d'une justice, de l'égalité et surtout d'assurer la sécurité et le développement économique pour tout le monde, de manière à ce que les Tchadiens puissent profiter et qu'ils aient égale chance d'accès effectivement aux emplois publics, de créer effectivement des activités qui sont génératrices de revenus et qui peuvent permettre effectivement d'avoir donc des emplois. Donc je pense qu'objectivement, il faut que mes compatriotes croient effectivement à ce que fait le gouvernement de transition dans ce cadre effectivement de l'application des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Oui, votre dernier mot. Je réitère toujours, j'appelle à l'union sacrée du peuple tchadien. Et nous sommes tous dans un même bateau. Si on sauve le bateau, c'est qu'on a sauvé tout le monde. Si on échoue, c'est que tout le monde a échoué. Donc nous sommes dans un carrefour extrêmement
difficile à gérer. Donc j'appelle à la collaboration de tout le monde, c'est bien de tout le monde. Moi, je ne vois pas qu'il y ait de l'opposition ou bien de parti au pouvoir. Nous sommes tous des Tchadiens. Nous sommes régis par une situation particulière. On doit s'unir pour qu'on doit sauver le Tchad et faire à ce qu'on doit revenir à l'ordre constitutionnel, à une situation normale. Donc pour revenir à une situation normale, eh bien, il faudrait qu'il y ait une union sacrée. Une union sacrée. Tout le monde doit être impliqué dans ce retour à l'ordre constitutionnel. Chers invités, nous tenons infiniment à vous remercier pour votre prompte réaction à cette question sur le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a eu à mener une mission ici. Nous espérons toujours vous revoir ici sur le plateau de la chaîne de télévision nationale pour d'autres questions. Nous tenons vivement à vous remercier. Merci. On vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous venons de recevoir sur ce plateau Maître Kossi Kodmadi, docteur d'État en droit, avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris, et docteur Mohamed Moussine Adam, docteur en droit international. Il était question au cours de cette table ronde du décryptage du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Merci, au revoir.